Quand on voit ce plan filmé il y a 100 ans, on sait que tous qui habitaient ce petit bout de monde sont morts maintenant. Les vieux, les jeunes, les chevaux. Et là, on les voit traverser ce carrefour au présent, marchant vers un avenir ouvert qu'ils ne connaissent pas. Avant le cinéma, aucun autre art n'avait pu donner ce sentiment aux hommes. Tu m'as l'air bien sombre aujourd'hui. Mais pas du tout. Je trouve pas ça triste, au contraire. Je trouve même formidable que le cinéma ait pu nous donner ça, le sentiment très vif d'un présent qui n'a plus aucun témoin direct. Il n'existe plus personne qui a pu voir ce temps-là. Et il existe dans ce plan, avec la fraîcheur du jour, où le hasard fait se croiser tous ces gens en 1 minute sur cette place. C'est peut-être ça l'essence du cinéma. Et tu te rends compte, tout ce qu'on peut voir en une poignée de secondes sur la France d'il y a un siècle, c'est comme un prélèvement. Et par hasard, on aurait attrapé un échantillon parfait de toutes les couches de la population, de tous les moyens de transport. On dirait presque que c'est mis en scène, tellement il y a tout. Tu vois, le génie des opérateurs lumière, c'était dans le choix du lieu et du moment. Là, on voit à quel point c'est bien repéré. Tout, avec une précision incroyable. La place de la caméra, le cadre, le moment exact où ils ont le plus de chances d'attraper un maximum de circulation. Ils se mettaient toujours à un croisement de flux, comme là. Ça donnait des plans à la fois rythmés, variés, et très vivants, avec de vraies surprises visuelles dans les entrées de champ. Mais tu crois pas que c'est aussi lié à la très forte contrainte des débuts du cinéma? Ils avaient juste 50 secondes de pellicule et une caméra fixe. Ils avaient intérêt à bien repérer s'ils ne voulaient pas rater leur coup. Mais absolument, mais là, visiblement, c'est pas juste ce coin de rue qui a intéressé le caméraman. Il y avait un sujet prémédité. Ce convoi qui transporte ces énormes blocs de pierre. Il y a un vrai suspense visuel. Qu'est-ce qu'on va voir apparaître dans le champ après cette ribambelle de chevaux? L'opérateur a choisi un idéal. Les chevaux vont apparaître un après l'autre dans ce coin et parcourir toute la diagonale de l'image. Il a dû calculer qu'en commençant à tourner la manivelle quand le premier cheval était dans le champ, le convoi serait complètement sorti du plan au bout des 50 secondes fatidiques. Et il y a aussi la hauteur de la caméra. C'est la hauteur parfaite pour voir comment ça marche un cheval, si j'ose dire. On sent les muscles, l'effort des pattes arrière, on voit l'attaque des fers sur les pavés. Oui, on sent aussi la masse et le volume des chevaux comme dans un tableau de Paolo Cello. C'est comme si les débuts du cinéma retrouvaient les débuts de la perspective en peinture. On a la même sensation d'une première fois, une représentation toute neuve. J'aime bien les autres chevaux à gauche, au repos, qui regardent passer ceux qui travaillent. À un moment, t'as vu? On ne voit pratiquement plus que des chevaux dans le cadre. Là, on a vraiment une idée de ce que c'était la ville avant les automobiles. Mais ce qui est très fort dans le choix de la place de la caméra, c'est qu'il y a là à la fois l'espace de la place, traversé par tous les flux en diagonale, et en même temps, au fond, ce mur en aplat, où les passants sont comme en projection plane, en ribambelle. C'est comme une double image, un double espace. Tu veux bien qu'on revienne au début pour voir en détail tout ce qui se passe? Allez, on y va. Ah oui, il y a le charretier en blouse qui jette un coup d'œil à la caméra. Ça a été les seules années, avant 1900, où les gens pouvaient regarder une caméra comme un objet inconnu, sans savoir vraiment à quoi ça servait. Du coup, il n'y a pas un gramme d'hystérie dans ce regard. Ils voient une machine, pas un miroir. Et derrière, là, on voit passer une bonne, à moins que ce soit une nourrice, avec sa coiffe blanche. Ce qui est frappant, c'est que personne ne sort dans la rue nu-tête, même pas les enfants. Tout le monde a un couvre-chef qui indique bien sa place dans le social, la casquette pour les ouvriers, le canotier pour les petits bourgeois, le haut de forme. On en a une belle collection. Dans le fond, là, on voit passer un chargement de bois plus léger, tiré seulement par 2 chevaux. À l'image, le bois vient s'encastrer exactement dans l'arête des gros blocs de pierre. Si on regarde bien, il y a aussi un transport à dos d'homme. Ce type-là qui porte un sac sur les épaules, il a failli être complètement masqué, mais on le voit quand même.
Il y a toutes les façons de transporter quelque chose dans une ville. Moi, j'adore ce moment où la signature entre dans le champ. Vautier. Ça fait très roman de Balzac, non? Vautier, Vautrin. C'est complètement surprenant dans cette rue, après tous ces efforts. C'est comme si les 12 chevaux tiraient en fait une signature, une pure trace, légère et matérielle. C'est la signature de qui, tu crois? Bon, sans doute celle du guerrier. À moins que ce soit celle du destinataire. En tout cas, avec son petit paraphe, c'est vraiment une signature. C'est totalement inattendu. Comme si un artiste avait signé le bloc de pierre avant d'en dégager la sculpture. Et à la fin du plan, quand elle s'éloigne, ça devient comme une signature de peintre sur une toile. Une signature du plan lui-même. Ça aurait été trop beau que l'opérateur s'appelle Vautier. Attends, je reviens en arrière. Voilà. Là, il se passe quelque chose de superbe. Regarde, au moment exact où les blocs commencent à déboucher l'espace du fond, sur ce chariot très rustique qui a l'air de sortir du Moyen-Âge, on voit passer une voiture fermée, légère et rapide, avec son cocher en livrée. On ne peut pas imaginer de véhicule contrasté. Et là, c'est un hasard magnifique. Au moment exact où les blocs de pierre commencent à déboucher l'espace du fond, on voit se dégager cet homme élégant, avec sa canne et son canotier, qui a attendu que la voie soit libre. Il va venir littéralement prendre sa place dans la composition, de façon aussi aléatoire que parfaite. Oui, le hasard a été plus précis que toute mise en scène. Tu as vu? Un moment, il vient même s'encadrer dans le carré du fond. Il devient la figure centrale d'un triptyque. Puis l'espace central se vide. À part ce type étrange avec son paquet qui traverse l'angle du cadre sans prêter la moindre attention à la caméra. Il a l'air très pressé et très préoccupé. Ça pourrait être un personnage de fiction, je sais pas, un russe exilé, peut-être un terroriste. On a envie de tout imaginer sur lui. Sans doute à cause de son air sombre. Moi, j'aurais plutôt pensé à un pauvre bougre qui ramène chez lui quelque chose qu'il a enfin pu acquérir, dont tous les siens ont manqué depuis longtemps. Il n'en revient pas. Il est très pressé d'arriver. Ensuite, il y a ce moment formidable où tout se passe au fond, en aplat, avec les 3 personnages bien à leur place, chacun devant son carré. On a changé de scène. Tu trouves pas que le mur au du fond, à ce moment-là, c'est comme un ruban de pellicule? C'est exactement ça, oui. Eux, ils sont dans les petites images, chacun dans son cadre. Et puis, il y a cette dernière ribambelle de personnages, une parade finale. Et enfin, cette voiture légère, découverte, avec le cocher en haute forme, qui vient balayer le plan, comme un volet, un fermé de rideau.